n'oublie jamais et que l'on ne pardonne jamais. Je m'appelle Catherine. J'ai 60 ans, et voici l'histoire de la façon dont un mariage a détruit une famille, mais a aussi sauvé ma vie. C'était le jour le plus attendu. Nous préparions tout depuis des mois. Le jardin du domaine familial en Provence était rempli de fleurs blanches. L'orchestre jouait depuis le coucher du soleil. Les tables étaient recouvertes de nappes en lin que j'avais brodées moi-même pendant mes nuits d'insomnie. Tout était parfait. Mon fils, Bastien, épousait Chloé, cette fille aux yeux clairs et au sourire froid qui était apparue il y a 2 ans et avait tout changé. Je portais la robe bleu roi que ma mère avait portée à mon propre mariage. J'avais coiffé mes cheveux en un chignon élégant. Je voulais être belle, digne, comme il sied à la mère du marié. Quand je suis arrivée à la salle de réception, Chloé m'a vue. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste chuchoté quelque chose à l'oreille de Bastien. Il s'est avancé vers moi à grands pas, la mâchoire serrée. Je le connaissais. C'était le même regard qu'il avait lorsqu'il était enfant et qu'il savait qu'il avait fait quelque chose de mal, mais qu'il ne voulait pas l'admettre. « Maman » a-t-il commencé en baissant la voix. « Chloé dit que ta robe attire trop l'attention, que ce bleu est trop voyant. » J'ai ressenti comme un coup de poing dans la poitrine, mais j'ai pris une profonde inspiration. « Ce n'est pas grave, mon fils. Je vais me changer si tu veux. J'ai une autre robe dans la voiture. » Non, maman. Sa voix est devenue dure. Il vaut mieux que tu partes. Quoi? Chloé est très nerveuse. Elle dit que ta présence l'attend. Que tu l'as toujours jugée. La salle était comble. La musique jouait. Les invités discutaient, ignorant ce qui se passait à 3 mètres de la table d'honneur. Bastien, je suis ta mère. J'ai organisé ce mariage. J'ai payé la moitié de tout cela. Et tu penses que ça te donne le droit de gâcher la journée de ma femme? A-t-il hurlé. La salle s'est tue. Tous les regards se sont tournés vers nous. Puis il a dit, haut et fort devant tout le monde, « Sors d'ici, maman. Ma fiancée ne veut pas de toi ici. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste incliné la tête, pris mon sac et marché vers la sortie. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a suivi. Je suis montée dans ma voiture et je suis retournée au domaine. Les clés pendaient à mon cou, comme toujours. Ces clés que mon père m'avait laissées avant de mourir, avec les terres, la maison, l'héritage de 4 générations. Les mêmes clés que Bastien voulait depuis qu'il s'était fiancé à Chloé. Je suis rentrée chez moi. J'ai enlevé la robe bleue. Je l'ai pliée soigneusement et je l'ai mise dans l'armoire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mais le lendemain, quand le téléphone a sonné et que j'ai vu son nom sur l'écran, j'ai su que tout était sur le point de changer. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Parfois, nous faisons trop confiance aux mauvaises personnes. Avez-vous aussi été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je veux la lire. Maman. Sa voix semblait fatiguée au téléphone. Est-ce que tu peux venir au domaine? Nous devons parler. J'ai raccroché sans répondre. Je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de café, le même café serré que je préparais pour Bastien quand il était petit et qu'il se levait tôt pour m'aider avec les chevaux. Parce que c'était comme ça avant. Avant Chloé, mon fils et moi formions une équipe. Après la mort de son père, Jean-Pierre, il y a 15 ans, il n'y avait plus que nous 2 et la propriété. Nous avions appris à survivre ensemble. Bastien avait 12 ans quand je suis devenue veuve. C'était un garçon calme avec de grandes mains et des yeux tristes qui essayaient d'être fort pour moi. « Maman, je peux réparer la clôture », disait-il en portant des outils plus lourds que lui. « Non, mon amour, tu es encore un enfant. »« Plus maintenant, maman. Je suis l'homme de la maison désormais. » Et il essayait. Dieu sait qu'il essayait. Nous avons grandi sur cette terre ensemble. Il a appris à mener le troupeau, à réparer les tracteurs, à négocier avec les fournisseurs quand je n'avais plus la force de le faire. Il me serrait dans ses bras quand je pleurais la nuit,
quand son père me manquait tellement que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Tout ira bien, maman. Je te le promets. Et il a tenu sa promesse. Il est devenu un homme ici, entre ces murs de pierre, sous ces chênes que mon grand-père avait plantés. Quand il a terminé ses études à Lyon, il est revenu. Maman, ma place est ici, avec toi, au domaine. Cela m'a rendue si heureuse d'entendre cela. Nous travaillions côte à côte. Je tenais les comptes. Il s'occupait du bétail. Le soir, nous nous asseyions sur la terrasse pour regarder le coucher du soleil avec un café et quelques biscuits. Tu sais, maman, disait-il, un jour mes enfants grandiront ici, tout comme moi. Ils courront dans ces mêmes cours. Ils apprendront à monter les mêmes chevaux. Je l'espère, mon fils. J'espère que tu trouveras une femme qui aimera cette terre autant que nous. Il souriait. Je la trouverai. Je te le promets. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Il a rencontré Chloé dans un bar chic du quartier du Marais à Paris lors d'un voyage d'affaires. Elle était une consultante en gestion moderne et brillante. Elle portait des talons hauts et des parfums coûteux. Elle parlait d'investissement et de rendement. La première fois qu'il l'a amenée au domaine, j'ai vu le regard de déception sur son visage. « Vous vivez ici ?» a-t-elle demandé en regardant les vieux murs, les meubles en bois sombre, les photographies en noir et blanc de mes grands-parents. « Nous vivons ici, » l'a corrigé Bastien. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» Chloé a souri. Mais ses yeux disaient autre chose. À partir de ce jour, tout a changé. Bastien a commencé à rentrer tard. Il a cessé de s'asseoir avec moi sur la terrasse. Il parlait de vendre le bétail, de moderniser, de transformer le domaine en un lieu de réception pour mariage de luxe. Maman, Chloé a de bonnes idées. Nous pourrions gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas une entreprise, Bastien. C'est notre maison. C'est les deux, maman. Et nous devons être réalistes. Ce mot, réaliste, il ne l'avait jamais utilisé auparavant. Les clés du domaine pendaient à mon cou, celles-là même que mon père m'avait remise avant de mourir, les larmes aux yeux. Catherine, cette terre est ton héritage. Ne laisse personne te la prendre, pas même ton fils. À l'époque, je n'avais pas compris pourquoi il disait cela. Maintenant, je comprenais. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était encore Bastien. Cette fois, j'ai répondu. Alors que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. Maman, s'il te plaît. J'ai besoin des clés du domaine. Sa voix semblait différente, plus froide, comme s'il lisait un script que quelqu'un d'autre avait écrit pour lui. Pourquoi en as-tu besoin, Bastien ? Silence à l'autre bout du fil. J'entendais des voix en arrière-plan. Une voix de femme. Chloé. Chloé et moi voulons faire quelques changements. Tu sais, moderniser un peu. Peut-être rénover le salon principal. Changer les vieux meubles. Ces vieux meubles ont été fabriqués par ton arrière-grand-père de ses propres mains. Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Hier a déjà été assez dramatique. Dramatique ? J'ai senti ma voix se briser. Tu m'as jeté dehors de ton mariage et c'est moi qui suis dramatique ? Tu as décidé de porter cette robe en sachant que... Bastien, c'était la robe de ta grand-mère, celle qu'elle portait quand elle a épousé ton grand-père dans ce même domaine que tu veux maintenant rénover. Un autre silence. Plus long, plus lourd. Maman, les choses changent. Les traditions changent. Chloé a raison. Nous ne pouvons pas vivre dans le passé. Chloé a raison. Ces trois mots qui commençaient à définir mon fils depuis qu'il l'avait rencontré. Quand est-ce que vous rentrez à la maison ? Ai-je demandé, essayant de changer de sujet. C'est justement le point, maman. Chloé et moi n'allons plus vivre là-bas. Nous allons rester dans l'appartement en ville. C'est plus pratique pour son travail. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait vidé les poumons. Mais tu avais dit que tu élèverais tes enfants ici, que c'était ta maison. Et ça l'est.
Mais j'ai aussi besoin de construire ma propre vie avec ma femme. Sa femme. Il ne prononçait plus son nom avec affection. Il le disait comme quelqu'un qui signe un contrat. Alors pourquoi as-tu besoin des clés? Parce que légalement, c'est aussi ma maison, maman. Mon père me l'a laissée dans son testament. 50% pour toi, 50% pour moi. C'était là. La vérité. La fracture. Son père lui avait en effet laissé la moitié de la propriété, mais les clés, le contrôle, l'administration, il me les avait laissées à moi. Avec une clause spécifique, Catherine décidera de l'avenir du domaine tant qu'elle sera en vie et en possession de ses capacités mentales. Bastien ne recevra sa part que lorsqu'elle le déterminera. Mon mari me connaissait. Il savait que je ne vendrais jamais. Il savait que je protégerais cette terre, même contre notre propre fils si nécessaire. Les clés restent avec moi, Bastien. Maman, ne sois pas puérile. Nous voulons juste faire quelques changements. Peut-être louer le domaine pour des événements, des mariages, des anniversaires. Nous pourrions générer des revenus supplémentaires, transformer notre maison en entreprise. C'est une opportunité. Chloé a déjà parlé à un architecte. Nous pourrions agrandir le jardin, construire une nouvelle terrasse, installer une salle de bal climatisée. Non, 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 Bastien. Cette maison n'est pas à vendre. Elle n'est pas disponible. Ce n'est pas un projet. Mais elle est à moi aussi. Ce cri, ce ton, c'était la voix d'un étranger. Ton père t'a laissé cette terre pour que tu la protèges, pas pour que tu l'exploites. Mon père est mort, maman. Il est mort depuis 15 ans. Et tu continues de vivre comme s'il allait revenir demain. Je me suis tue. Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. Je suis désolée, maman. Je ne voulais pas. Si, tu le voulais. Ma voix est sortie calme. Trop calme. Et c'est bien ainsi. Tu as raison. Ton père est mort. Et j'ai vécu toutes ces années en prenant soin de ce qu'il aimait, de ce qu'il avait construit, de ce qu'il avait rêvé pour toi. Mais peut-être as-tu raison. Peut-être est-il temps que chacun vive sa propre vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que les clés restent avec moi, que le domaine reste sous ma responsabilité, et que toi aussi tu peux construire la vie que tu veux ailleurs. Tu nous mets à la porte? Non, je te donne ce que tu as demandé. Ton espace, ton indépendance, ta propre vie. J'entendais Chloé parler en arrière-plan, pressante, agacée. Bastien lui a répondu à voix basse. Maman, Chloé dit que tu es égoïste, que tu t'accroches aux choses matérielles. Que? Bastien, je l'ai interrompu. Hier, quand tu m'as hurlé dessus devant tous ces invités, quand tu m'as demandé de quitter ton mariage, il y avait une femme assise près de moi. Je ne la connaissais pas, mais avant que je ne quitte la salle, elle m'a pris la main et m'a dit quelque chose. Sais-tu ce qu'elle m'a dit? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Madame, quand un fils choisit entre sa mère et sa femme, il a déjà fait son choix, et vous devez respecter ce choix. Mais vous devez aussi vous respecter vous-même. Maman, ce n'est pas une compétition entre toi et Chloé. Non, mon amour, ça ne l'est pas, car dans une compétition, les deux parties veulent gagner. Et moi, je ne veux plus concourir. Je veux juste la paix. Et les clés. J'ai touché le collier où elle pendait. Froide, lourde, pleine d'histoire. Les clés restent là où elles ont toujours été, avec moi. Jusqu'à ce que le moment de les remettre arrive. Et quand sera ce moment? Quand tu auras un cœur qui les mérite. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je suis restée assise dans la cuisine pendant des heures. Le café a refroidi dans la tasse. Les ombres de l'après-midi ont commencé à envahir la maison. J'ai marché dans les couloirs vides. J'ai touché les murs de pierre. J'ai regardé les vieilles photographies. Mon père avec son chapeau de feutre. Ma mère avec son châle de soie. Bastien enfant chevauchant son premier poney. Dans le bureau de mon mari, sur le bureau en chêne, se trouvait la dernière lettre qu'il m'avait écrite avant de mourir.
Je l'avais lue tant de fois que je la connaissais par cœur. Catherine, mon amour, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus avec toi. Pardonne-moi de te laisser seule avec tant de responsabilités. Prends soin de la terre. Prends soin de notre fils. Mais surtout, prends soin de toi. Ne laisse personne te faire sentir moins que ce que tu es. La femme la plus forte que j'ai jamais connue. Je t'aime pour toujours. Cette nuit-là, pour la première fois en 15 ans, je n'ai pas pleuré mon mari décédé. J'ai pleuré mon fils vivant, car il y a des douleurs qui sont pires que la mort. Comme regarder quelqu'un que l'on aime se transformer en quelqu'un que l'on ne reconnaît plus. Les clés pendaient à mon cou et je savais que bientôt j'allais devoir les utiliser d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Avez-vous déjà eu à choisir entre l'amour et le respect de soi? Dites-moi ce que vous avez décidé. Parfois, les décisions les plus difficiles sont celles qui nous enseignent le plus. 3 jours ont passé sans que Bastien ne m'appelle. 3 jours pendant lesquels je me suis réveillée en espérant voir sa voiture remonter le chemin de terre. 3 jours pendant lesquels j'ai préparé du café en trop au cas où il arriverait. 3 jours pendant lesquels je me suis surprise à vérifier le téléphone toutes les demi-heures. Le 4e jour, j'ai décidé que la fierté ne valait pas plus que mon fils. Je l'ai appelé. Maman. Bastien. Ma voix tremblait. Est-ce que nous pouvons parler? Silence. Je l'ai entendu dire quelque chose à quelqu'un d'autre. À elle. Bien sûr, maman. Dis-moi. Pas au téléphone. Viens à la maison. Je vais vous préparer un dîner. Toi et Chloé. Je veux. Je veux que nous repartions sur de nouvelles bases. Encore du silence. Des voix chuchotées en arrière-plan. Chloé dit qu'elle ne sait pas si c'est une bonne idée. J'ai avalé la boule dans ma gorge. S'il te plaît, mon fils. Laisse-moi arranger les choses. Laisse-moi apprendre à mieux la connaître. Peut-être que je n'ai pas été juste avec elle. Les mots me brûlaient la bouche parce que je ne les pensais pas vraiment, mais j'avais besoin de les dire. Vraiment, maman? Vraiment. Venez demain, je ferai un rôti de veau, celui que tu aimes, et une tarte tatin pour le dessert. J'ai entendu sa voix s'adoucir. Mon petit garçon était encore là, quelque part sous toutes ces nouvelles couches. D'accord, nous viendrons demain vers 19h. Parfait. Je vous attendrai. J'ai raccroché et j'ai fixé la cuisine, la vieille cuisinière en fonte où ma mère m'avait appris à cuisiner, les pots en terre cuite hérités de ma grand-mère, les carreaux peints à la main. Étais-je vraiment prête à céder, à échanger ma paix contre sa présence? Oui, je l'étais. Parce que c'est ce que font les mères. Nous plions. Nous nous brisons. Mais nous ne lâchons pas. J'ai passé toute la journée suivante à préparer le dîner. J'ai pétri la pâte de mes propres mains. J'ai fait cuire la viande à feu doux. J'ai dressé la table de la salle à manger avec la nappe brodée, les bougies en cire, les assiettes en porcelaine que nous n'utilisions que pour les grandes occasions. J'ai mis une robe beige simple et discrète. Rien qui ne puisse voler la vedette à qui que ce soit. J'ai relevé mes cheveux. J'ai porté les boucles d'oreilles en perles que mon mari m'avait offertes pour notre 10e anniversaire. Les clés pendaient à mon cou, cachées sous la robe. À 19h moins 10, ils sont arrivés. Quand j'ai vu la voiture de Bastien se garer devant la maison, mon cœur s'est emballé comme si j'étais une enfant attendant son père. Comme c'est pathétique, ai-je pensé. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je suis sortie pour les accueillir. Bastien est descendu le premier. Il portait une chemise blanche, un jean sombre, ses cheveux coiffés en arrière avec du gel. Il était beau. Il avait l'air différent, comme un acteur jouant le rôle de mon fils. Chloé est descendue ensuite, une robe moulante couleur bordeaux, des talons hauts, des cheveux lisses parfaits, un maquillage impeccable. Elle portait un sac de créateur à un bras et son téléphone à la main. « Bonsoir, Catherine », a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Chloé, c'est gentil d'être venue. Entrez, je vous en prie. » Bastien m'a déposé un baiser sur la joue. Rapide, forcé. « Ça sent bon,
maman. C'est ton rôti préféré. Ils sont entrés dans la maison. Chloé a regardé autour d'elle avec cette expression que je connaissais déjà. Une évaluation, comme si elle calculait la valeur de chaque meuble, de chaque tableau, de chaque bribe d'histoire. Comme c'est pittoresque, a-t-elle fini par dire. La maison a 120 ans, ai-je expliqué en fermant la porte. Mon arrière-grand-père l'a construite quand il a acheté ses terres. Waouh, elle a certainement du cachet. Ils se sont assis au salon pendant que je finissais de servir. Depuis la cuisine, je pouvais les entendre parler à voix basse, des rires nerveux, des silences gênés. Quand je suis revenue avec la carafe de thé glacé, Chloé prenait des photos du salon avec son téléphone. La décoration vous plaît? Ai-je demandé, essayant de paraître amicale. Oh, oui. Oui. C'est très authentique. Je prenais juste quelques photos pour envoyer à ma cousine. Elle adore le style vintage. Vintage. Comme si ma vie était une tendance sur Pinterest. Le dîner est prêt. Passons à table. Nous nous sommes assis à la longue table en bois. Bastien à sa place habituelle à ma droite, Chloé en face de lui. J'ai servi les assiettes avec soin. Bon appétit, ai-je dit en m'asseyant. Bastien a goûté la viande. Il a fermé les yeux. Mon Dieu, maman, personne ne cuisine comme toi. J'ai souri. Pour la première fois depuis des jours, quelque chose semblait normal. Je suis heureuse que ça te plaise, mon fils. Chloé a pris une petite bouchée. Elle a mâché lentement. Elle a posé sa fourchette. C'est bon. Bien que je ne puisse pas manger trop épicé. Ça m'irrite l'estomac. Ce n'est pas très épicé, ai-je dit. Mais je peux t'apporter autre chose si. Non, non, c'est bon. Je mangerai ce que je peux. Silence. L'horloge murale marquait les secondes avec un son que je n'avais jamais remarqué auparavant. Eh bien, ai-je fini par dire, je voulais que vous veniez parce que je veux m'excuser. Bastien a levé les yeux. Chloé aussi. J'ai été injuste envers vous deux, avec votre mariage, avec tout. Les mots sortaient de façon mécanique, répétés. C'est votre vie, votre mariage, et je dois apprendre à respecter cela. Chloé a souri pour la première fois. Un sourire sincère. Merci, Catherine. Cela signifie beaucoup pour moi, pour nous. Bastien a pris ma main. Maman, je suis allée trop loin moi aussi. Je n'aurais pas dû te hurler dessus, et surtout pas devant tout le monde. C'est du passé, mon fils. L'important est d'aller de l'avant. Exactement, a ajouté Chloé. Aller de l'avant. Nouveau départ. Nous avons trinqué avec le thé glacé comme une famille normale, comme si de rien n'était. Après le dîner, alors que je servais la tarte tatin, Chloé s'est levée. Excusez-moi, je dois utiliser les toilettes. Bien sûr, c'est la deuxième porte à gauche. Elle est partie. Bastien et moi sommes restés seuls. Maman, merci d'avoir fait ça. Je sais que ce n'était pas facile. Rien n'est facile quand il s'agit de toi, mon amour, mais ça en vaut toujours la peine. Il a souri. Mon petit garçon était encore là. Chloé est une bonne femme, maman. Vous avez juste besoin de mieux vous connaître. Je sais. Et je vais essayer. Vraiment. Nous avons discuté encore un peu. Il m'a parlé de leur lune de miel à Nice, des projets pour l'appartement, d'un nouveau travail que Chloé avait décroché dans une multinationale. Tout semblait parfait. Trop parfait. Chloé mettait du temps à revenir. Ta femme va bien? Ai-je demandé. Elle doit faire une retouche maquillage. Tu sais comment sont les femmes. Je me suis levée. Je vais voir si elle a besoin de quelque chose. J'ai marché dans le couloir. La porte de la salle de bain était ouverte. Vide. Chloé? Silence. J'ai continué à marcher. Je suis passée devant le bureau de mon mari. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée.
Chloé était à l'intérieur, le dos tourné, son téléphone tenu bien haut. Elle prenait des photos du bureau, des tiroirs, des documents posés sur la table. Chloé. Elle s'est retournée, sursautant. Son visage est devenu pâle pendant une seconde, mais elle a vite repris contenance. Oh, Catherine, tu m'as fait peur. Elle a ri nerveusement. Désolée, je viens de voir cette pièce et elle m'a semblé si intéressante. Toutes ces vieilles choses. C'est le bureau de ton mari? Ça l'était, oui. Désolée. Elle a mis le téléphone dans son sac. Il y a vraiment de belles choses. J'adore le vintage. Encore ce mot. Cette pièce est normalement fermée à clé. La porte était ouverte. J'ai pensé que je pouvais entrer. Désolée. Oui. Ne t'inquiète pas. Retournons voir Bastien. Nous sommes revenus dans la salle à manger. Chloé s'est rassise comme si de rien n'était, souriante, détendue, mais moi je ne l'étais pas. Nous avons terminé le dessert avec une conversation superficielle. Chloé a complimenté la maison 3 fois de plus. Bastien a parlé de ses projets pour m'aider avec l'entretien du domaine. Peut-être pourrions-nous engager quelqu'un pour peindre les murs extérieurs. Maman, ils ont l'air un peu négligés. Ils ont cette couleur parce que c'est un badigeon à la chose spéciale. C'est comme ça qu'on faisait avant. Mais nous pourrions moderniser, lui donner un aspect plus contemporain. Contemporain, moderne, vintage. Tous des mots qui signifiaient la même chose, ta vie est obsolète. Ils sont partis à 22h. Merci pour le dîner, maman. C'était délicieux. Quand tu veux, c'est ta maison ici. Chloé m'a serré dans ses bras. Une étreinte froide, calculée. Merci de nous avoir donné une autre chance, Catherine. Ça compte beaucoup. Je les ai regardés s'éloigner sur le chemin de terre. Les feux arrière de la voiture ont disparu parmi les arbres. J'ai fermé la porte. Je suis allée droit au bureau. Sur la table, les documents que mon mari avait organisés étaient maintenant légèrement déplacés, presque imperceptiblement, mais je connaissais chaque millimètre de cet espace. Quelqu'un les avait fouillés. J'ai ouvert le tiroir principal. Les titres de propriété étaient là. Le testament, les cadastres, tout était en ordre. Mais il manquait quelque chose. L'enveloppe jaune. L'enveloppe où mon mari gardait une lettre importante. Une lettre qu'il m'avait fait promettre de n'ouvrir que si quelqu'un essayait un jour de me prendre le domaine. J'ai fouillé chaque tiroir, chaque étagère derrière les livres. Elle n'était plus là. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai touché les clés pendues à mon cou. Et pour la première fois, j'ai compris que je n'étais pas paranoïaque. J'étais surveillée. J'étais étudiée. On me mesurait pour voir combien de temps encore j'allais être un obstacle au projet de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise dans le bureau, lumières éteintes, regardant par la fenêtre. Et je me suis demandé combien de temps il me restait avant qu'il n'essaie de tout me prendre. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. Le lendemain matin, j'ai décidé de fouiller toute la maison pour retrouver l'enveloppe jaune. J'ai vérifié chaque placard, chaque boîte rangée au grenier, chaque coin où mon mari aurait pu la cacher. Rien. J'étais sur le point d'abandonner quand on a sonné à la porte. C'était Maître Lefebvre, notre notaire de famille, un homme de 70 ans à la moustache blanche et au costume impeccable qui sentait toujours le tabac de pipe et l'eau de Cologne. Madame Catherine, bonjour. Puis-je entrer? Maître Lefebvre, quelle surprise. Bien sûr, entrez. Nous sommes allés au salon. Je lui ai servi un café. Il s'est assis avec ce sérieux que les juristes adoptent lorsque les nouvelles ne sont pas bonnes. Catherine, je suis ici parce que j'ai reçu un appel très étrange hier. Étrange? De la part de votre belle-fille, Chloé. J'ai senti mon estomac se nouer. Chloé vous a appelé? Oui. Elle m'a dit que vous lui aviez demandé de me contacter, que vous vouliez réviser le testament de votre mari, qu'il y avait des doutes sur la répartition des biens. Je ne lui ai jamais demandé de faire ça.
Maître Lefebvre a hoché la tête lentement. Je m'en doutais, c'est pour cela que je suis venu. Catherine, cette jeune femme m'a posé des questions très précises. Elle voulait savoir si les 50% de Bastien étaient transférables, s'il pouvait vendre sa part sans votre consentement, s'il y avait une clause qui vous donnait un pouvoir absolu sur le domaine. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que ces informations sont confidentielles, que je ne peux en discuter qu'avec vous ou votre fils en votre présence. Elle a été assez contrariée. Il a pris une gorgée de café. Catherine, se passe-t-il quelque chose que je devrais savoir? Je lui ai tout raconté. Le mariage, les cris, le dîner, les photos dans le bureau, l'enveloppe disparue. Maître Lefebvre écoutait en silence, les sourcils froncés. Cette enveloppe dont vous parlez était celle contenant la lettre de votre mari. Oui. Savez-vous ce qu'elle contenait? Je sais que votre mari m'a demandé de rédiger un document il y a des années, peu avant sa mort, mais il ne m'a jamais dit ce qu'il contenait. Il m'a seulement demandé de certifier sa signature et de la conserver dans une enveloppe jaune scellée. En avez-vous une copie? Non. Votre mari a été très clair. Un seul original entre vos mains. Il m'a dit que c'était une protection, une assurance. Contre quoi? Maître Lefebvre m'a regardé avec ses yeux fatigués qui avaient vu trop de tragédies familiales. Contre cela, je suppose. Contre le jour où quelqu'un essaierait de prendre ce qui est à vous. Il est parti une demi-heure plus tard, non sans m'avoir prévenu, Catherine, faites attention. J'ai vu des cas comme celui-ci. Quand l'argent et la propriété sont en jeu, les gens changent, même la famille. Bastien n'est pas comme ça. Bastien, peut-être pas. Mais Chloé. Je n'ai pas répondu car je n'avais pas de réponse. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message de Bastien. Maman, Chloé veut t'inviter à déjeuner demain, juste toutes les deux, pour mieux vous connaître. Qu'en dis-tu? Quelque chose dans mes tripes me disait de ne pas y aller, mais quelque chose de plus fort me disait que j'avais besoin de savoir ce qui se passait. Bien sûr. À quelle heure? À 14 heures. Au restaurant du domaine voisin. Ironique, n'est-ce pas? J'y serai. Le lendemain, je me suis habillée avec soin. Un pantalon noir, un chemisier blanc, une veste simple, les clés sous mon chemisier comme toujours. Je suis arrivée au restaurant avec 5 minutes d'avance. Chloé était déjà là, assise à une table près de la fenêtre, son téléphone à la main et un verre de vin blanc devant elle. Elle avait l'air détendue, confiante, comme une joueuse d'échecs qui sait déjà comment la partie va se terminer. Catherine, quelle ponctualité. Assieds-toi, je t'en prie. Je me suis assise. J'ai commandé de l'eau glacée. Merci d'être venue, a dit Chloé en posant son téléphone. Je sais que les choses ont mal commencé entre nous et je veux arranger ça. Moi aussi. Bien. Parce que regarde, Catherine, je ne suis pas ton ennemi. Je sais que tu penses que je suis venue pour t'enlever ton fils, mais ce n'est pas vrai. Je suis venue pour l'aimer, et cela inclut le respect de sa famille. Elle semblait sincère, presque crédible. Je suis ravie de l'entendre. Et c'est pourquoi je veux être honnête avec toi. Elle s'est penchée en avant. Bastien est stressé. Très stressé. Il se sent coincé entre toi et moi. Et ce n'est pas juste pour lui. Je ne lui ai jamais demandé de choisir. Je sais, mais il sent qu'il doit le faire, surtout avec cette question du domaine. C'était là. La véritable raison du déjeuner. La question du domaine. Catherine, nous savons toutes les deux que cette propriété est immense, magnifique, pleine de potentiel, mais c'est aussi un fardeau. L'entretenir coûte de l'argent, du temps, de l'énergie. Bastien me dit que tu fais tout toute seule, que tu n'acceptes pas d'aide, que tu t'accroches à quelque chose qui est peut-être déjà trop grand pour toi. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai compté jusqu'à 5. Le domaine est ma maison, pas un fardeau. Bien sûr, c'est ta maison. Personne ne dit le contraire. Mais réfléchis-y. Toi seul dans cette immense demeure sans Bastien, sans personne. Ne serait-il pas plus facile de vendre, ou de louer,
ou de faire quelque chose de productif avec? Quelque chose de productif comme quoi? Comme un hôtel de charme ou un lieu de réception. J'ai des contacts dans le milieu. Nous pourrions faire quelque chose d'incroyable, de moderne, de rentable. Tu recevrais des bénéfices sans avoir à te soucier de l'entretien. Et qui gérerait cela? Chloé a souri. Eh bien, j'ai de l'expérience en administration. Nous pourrions former un partenariat. Tu apportes la propriété. Nous apportons le travail. Bénéfices partagés. Et les clés? Pardon? Les clés. Qui les aurait? Son sourire a vacillé une seconde. Eh bien, nous aurions évidemment besoin d'un accès complet pour faire les rénovations, pour montrer l'endroit aux clients potentiels. Donc, vous vivriez là-bas? Nous n'y vivrions pas forcément, mais nous aurions besoin du plein usage de la propriété. C'est la seule façon pour que l'entreprise fonctionne. J'ai bu une gorgée d'eau lentement, sentant chaque pièce du puzzle s'emboîter. Et où vivrais-je, moi? Où tu veux. Tu pourrais acheter un bel appartement à Paris ou à Nice, quelque chose de plus confortable, sans escalier, sans temps de travail. À ton âge, Catherine, tu devrais profiter de la vie, pas te tuer à la tâche dans une bâtisse du XIXe siècle. À mon âge. Ces 3 mots qui disent que tu es déjà vieille, que tu es inutile, qu'il est temps que tu t'effaces. Était-ce ton idée ou celle de Bastien? C'était notre idée à tous les deux. Bastien s'inquiète pour toi. Il a peur qu'il t'arrive quelque chose là-bas, seul. Que tu tombes dans les escaliers. Que tu tombes malade et que personne ne soit là pour t'aider. C'est pour ton propre bien, Catherine. Comme c'est attentionné. Chloé n'a pas détecté le sarcasme dans ma voix où elle s'en moquait. Alors, qu'en dis-tu? Pouvons-nous au moins envisager l'idée? Parler à un architecte? Regarder les chiffres. Non. Son sourire s'est figé. Non. Non, Chloé. Le domaine n'est pas à vendre. Il n'est pas disponible pour les affaires. Il n'est pas ouvert au partenariat. C'est ma maison et cela restera ma maison jusqu'au jour où j'en déciderai autrement. Mais Bastien est aussi propriétaire. Bastien possède 50% du domaine, mais j'ai le contrôle total de son usage et de son administration. C'est ce que mon mari a stipulé dans son testament. C'est injuste. Non, c'est une protection. Chloé a posé son verre avec plus de force que nécessaire. Catherine, je ne veux pas paraître impolie, mais tu es égoïste. Cette propriété pourrait changer la vie de ton fils, la vie de ta famille, et tu t'y accroches comme si c'était plus important que nous. Ce n'est pas plus important. C'est différent. Le domaine est un héritage. Toi, tu es temporaire. Elle a pâli. Temporaire? Les mariages peuvent s'arrêter, Chloé. Les entreprises peuvent faire faillite. Les promesses peuvent être brisées, mais la terre demeure. Je me suis levée. J'ai laissé un peu d'argent sur la table pour payer mon eau. Merci pour l'invitation, mais je pense que nous n'avons plus rien à nous dire. Catherine, attends. Salue mon fils de ma part. Dis-lui que quand il voudra me voir, il sait où me trouver. J'ai quitté le restaurant le cœur battant, mais les jambes fermes. Je suis montée dans ma voiture. Je suis restée un moment à respirer. J'ai sorti les clés de sous mon chemisier. Je les ai tenues dans ma main. Froide, lourde, réelle. Et à ce moment-là, j'ai su que la guerre avait déjà commencé. Seulement cette fois, je n'allais pas abandonner. Quelqu'un vous a-t-il déjà fait sentir que vous étiez un obstacle sur son chemin? Comment avez-vous fait face? Cette nuit-là, alors que je préparais une infusion à la camomille dans la cuisine, j'ai entendu le bruit d'une voiture arrivant sur le chemin. Il était 11 heures du soir. Mon cœur s'est emballé. J'ai pensé à Bastien, que peut-être il était venu me parler, s'excuser, me dire que Chloé avait tort. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu que c'était la voiture de Maître Lefebvre. Il est descendu rapidement avec une grande enveloppe Kraft à la main et une expression que je ne lui avais jamais vue. Catherine, pardonne-moi pour l'heure,
mais tu dois voir ceci. Qu'est-ce que c'est, maître? Nous sommes allés au salon. Il ne s'est pas assis. Il a posé l'enveloppe sur la table avec précaution, comme si elle contenait quelque chose de dangereux. Après notre conversation d'hier, je n'ai pas arrêté de penser à ce document que ton mari m'avait demandé de certifier. Je suis allé aux archives de mon étude. J'ai fouillé tous les vieux dossiers et j'ai trouvé ceci. Il a ouvert l'enveloppe. Il en a sorti une feuille jaunie avec l'écriture de mon mari. C'est une copie, la seule que j'ai faite à son insu. Je l'ai faite parce que ton mari était très malade quand il est venu me voir, et quelque chose dans son ton m'a fait penser que ce document était important, que peut-être tu en aurais besoin un jour. J'ai pris la feuille d'une main tremblante. C'était une lettre manuscrite datée de 3 semaines avant la mort de mon mari. J'ai commencé à lire. Catherine, mon amour, si tu lis ceci, c'est que quelqu'un essaie de te prendre le domaine. Et s'ils essaient, c'est que j'avais raison. Il y a 2 mois, quand je suis allée à l'hôpital pour mes derniers examens, j'ai rencontré un homme dans la salle d'attente, un homme âgé et malade comme moi. Nous avons commencé à discuter. Il m'a raconté son histoire. Il m'a dit qu'il avait un fils unique qu'il avait élevé seul après la mort de sa femme, qu'il lui avait tout donné, éducation, valeurs, l'intégralité de l'héritage familial. Mais quand son fils s'est marié, tout a changé. La belle-fille a commencé à le manipuler petit à petit. D'abord avec des mots gentils, puis avec des idées de modernisation. Enfin, elle l'a convaincu de signer une procuration. Elle lui a dit que c'était pour l'aider dans les démarches pour sa maladie. L'homme a signé et 2 semaines plus tard, son fils et sa belle-fille ont vendu sa maison. Ils l'ont placé dans une maison de retraite. Ils ont tout gardé. Quand il m'a raconté cela, cet homme pleurait. Il m'a dit, ce n'est pas mon fils qui m'a trahi. C'est mon fils manipulé. Mais le résultat est le même. Je meurs seule, sans ma maison, sans ma dignité. Catherine, cette histoire m'a hantée jusqu'à ma dernière nuit. Et j'ai compris que j'avais besoin de te protéger, non pas de Bastien, mais de quiconque pourrait changer Bastien. C'est pour cela que j'ai rédigé cette lettre. C'est pour cela que j'ai laissé les clauses du testament telles quelles. Non pas parce que je n'ai pas confiance en notre fils, mais parce que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi pour savoir reconnaître quand les intentions sont pures et quand elles sont du poison déguisé en modernité. Si quelqu'un te presse de rendre les clés, si quelqu'un te fait sentir vieille ou incapable, si quelqu'un essaie de te convaincre que le domaine est un fardeau, résiste. Parce que cette terre n'est pas qu'une propriété. C'est la colonne vertébrale de notre famille. C'est l'endroit où nos ancêtres ont saigné et rêvé. C'est le seul endroit au monde où notre histoire a des racines. Et toi, mon amour, tu es la gardienne de cette histoire. Ne laisse personne, pas même notre fils, te convaincre que tu es un obstacle. Tu es la porte et c'est toi qui décides qui peut entrer. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et d'où que je sois, je continuerai à veiller sur toi. Protège les clés. Protège la terre. Protège-toi. À toi pour toujours, Jean-Pierre. Quand j'ai fini de lire, des larmes tombaient sur le papier. Maître Lefebvre a posé une main sur mon épaule. Ton mari était un homme sage, Catherine. Il savait déjà. Il savait que cela risquait d'arriver. Il ne savait pas exactement quoi, mais il savait que c'était possible. C'est pour cela qu'il t'a protégé. J'ai essuyé mes larmes. Maître, que puis-je faire? Légalement, tu es protégé. Le testament est clair. Bastien ne peut ni vendre, ni louer, ni modifier la propriété sans ton consentement explicite et notarié. Mais il a marqué une pause. La loi protège la propriété, Catherine. Elle ne protège pas les cœurs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'ils peuvent te presser, te manipuler, te faire culpabiliser. Ils peuvent même essayer de déclarer que tu n'es plus saine d'esprit pour prendre des décisions. J'ai vu des cas comme ça. J'ai ressenti un frisson. Ils peuvent faire ça? Ils peuvent essayer.
S'ils obtiennent qu'un médecin certifie que tu souffres de démence, de troubles cognitifs ou de toute condition te rendant incompétente, ils pourraient demander une mise sous tutelle. Mais je vais parfaitement bien. Vous le savez. Je le sais, mais entre les mains des bons avocats avec les bons médecins. Il n'a pas fini sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. Que dois-je faire? D'abord, garde cette lettre en lieu sûr, dans un coffre à la banque ou chez quelqu'un de confiance, pas ici. Ensuite, va voir ton médecin. Demande un examen complet, physique et mental. Qu'il certifie par écrit que tu es en pleine possession de tes facultés. Troisièmement. Il m'a regardé avec tristesse. Prépare-toi au pire. Le pire? Que Bastien prenne complètement le parti de sa femme. Il ne ferait jamais ça. Catherine, je suis notaire de famille depuis 40 ans, et je peux te dire une chose que j'ai apprise, quand un homme doit choisir entre sa mère et son lit, il choisit presque toujours le lit. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup physique, mais je savais qu'il avait raison. Maître Lefebvre est parti à minuit. Je suis restée seule au salon avec la lettre de mon mari entre les mains. Je l'ai lue encore 3 fois. À chaque fois, sa voix devenait plus claire dans mon esprit. Tu es la gardienne de cette histoire. Ne laisse personne te convaincre que tu es un obstacle. Tu es la porte. Je me suis levée. Je suis allée au bureau. J'ai ouvert le coffre-fort caché derrière le portrait de mon père. J'y ai rangé la lettre avec les titres de propriété originaux. J'ai fermé la porte à clé. J'ai touché les clés pendues à mon cou et j'ai pris une décision. S'ils voulaient un combat, ils allaient en avoir un. Mais pas avec des cris, pas avec du drame, pas avec des scènes. Avec du silence, de la patience, avec la même force tranquille que mon mari m'avait apprise quand nous prenions soin de cette terre ensemble. À 7 heures du matin le lendemain, j'ai appelé mon médecin. J'ai demandé un rendez-vous urgent pour tous les tests possibles. À 8 heures, j'ai appelé la banque. J'ai pris rendez-vous pour ouvrir un coffre-fort. À 9 heures, mon téléphone a sonné. C'était Bastien. Maman? Bonjour, mon fils. Chloé m'a raconté ce qui s'est passé hier. Que tu as été impoli avec elle. Que tu l'as insultée. Je n'ai insulté personne. J'ai juste été claire sur le fait que le domaine n'est pas à vendre. Personne n'a dit qu'il était à vendre. Nous voulions juste te proposer une idée, une entreprise familiale. Bastien, penses-tu vraiment que j'ai besoin d'une entreprise à mon âge? Penses-tu vraiment que je veuille transformer la maison où tu as été élevée en hôtel? Tu n'es pas la seule à décider, maman. Je suis aussi propriétaire de l'endroit. Pas de l'héritage. Ça n'a aucun sens. Pour toi peut-être pas, mais pour moi si. Silence. Respiration agitée. Chloé dit que tu es égoïste. Que tu t'accroches au passé. Que tu as besoin d'aide. D'aide? Oui, maman. De l'aide professionnelle. Peut-être. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un. Un thérapeute ou un médecin pour t'aider à lâcher prise. C'était là. Ce dont Maître Lefebvre m'avait averti. Aide professionnelle. Médecin. Incompétence mentale. Bastien, penses-tu vraiment que je suis folle? Non, maman. Mais je pense que tu es seule. Que tu t'es enfermée dans cette maison avec des fantômes et des souvenirs. Et ce n'est pas sain. Je suis en parfaite santé. Alors prouve-le. Viens vivre avec nous quelque temps. Quitte le domaine. Sors de là. Et les clés. Laisse-les avec le reste pour plus de sécurité. Pour que personne n'entre pendant ton absence. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai compté jusqu'à 10. Non, Bastien. Non. Je ne quitte pas ma maison. Je ne laisse pas les clés. Et je ne vais pas continuer à discuter de cela avec toi. Alors je ne sais plus quoi faire, maman. Je ne sais vraiment plus comment t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, mon fils. J'ai besoin de ton respect.
Je ne peux pas respecter une décision qui te fait du mal. La seule décision qui me fait du mal est la tienne. Celle de choisir une femme que tu connais à peine plutôt que la mère qui t'a élevé. Tu recommences. C'est toujours pareil avec toi. Soit je suis avec toi, soit je suis contre toi. Non, Bastien. Soit tu es avec moi, soit tu es avec quelqu'un qui veut prendre tout ce que j'ai. Il a raccroché. Le silence après l'appel était pire que les cris. Je suis restée assise dans la cuisine pendant des heures. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes pour cela. Je ressentais juste un vide profond. Comme quand mon mari est mort. Comme quand j'ai compris que j'étais seule au monde. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je n'étais pas veuve. J'étais orpheline d'un fils. Et cela faisait mal d'une manière que je n'avais jamais imaginée possible. Cet après-midi-là, je suis allée à la banque. J'ai ouvert le coffre-fort. J'y ai déposé les copies de tous les documents importants, titres, testaments, lettres de mon mari. Le lendemain, je suis allée chez le médecin. J'ai fait des analyses de sang, des tests cognitifs, des examens de mémoire. Madame Catherine, vous êtes en parfaite santé, a dit le médecin une semaine plus tard. Physiquement et mentalement. En fait, vous avez une meilleure santé que beaucoup de personnes de 20 ans vos cadettes. Pouvez-vous me donner cela par écrit? Bien sûr. J'ai rangé le certificat médical avec les autres documents, et j'ai attendu. Parce que je savais que ce n'était pas fini. Je savais que Chloé n'abandonnerait pas. Et je savais que mon fils, mon petit garçon, mon Bastien, s'était perdu dans un endroit où je ne pouvais plus l'atteindre. Les clés pendaient à mon cou. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que leur poids n'était pas une protection. C'était de la solitude. Je me demande encore si j'ai bien fait de rester ferme. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? 3 semaines passèrent sans nouvelles de Bastien. 3 semaines pendant lesquelles mon téléphone resta silencieux. 3 semaines pendant lesquelles chaque bruit sur le chemin me faisait courir à la fenêtre en espérant voir sa voiture. Mais elle ne vint jamais jusqu'à ce jeudi après-midi. J'étais dans le jardin en train de tailler les rosiers que ma mère avait plantés il y a 40 ans quand j'ai entendu un moteur. Pas seulement une voiture, mais 2, et une berline. J'ai enlevé mes gants. J'ai essuyé la sueur de mon front. Bastien est descendu de la première voiture, Chloé de la berline, et 2 hommes avec des mallettes sont descendus du deuxième véhicule. Des avocats à vue d'œil. Mon estomac s'est serré. Bastien, qu'est-ce qui se passe? Il ne voulait pas me regarder dans les yeux. Il a marché vers moi d'un pas raide, comme un soldat suivant les ordres. Maman, nous devons parler à l'intérieur. Qui sont ces gens? Ce sont Maître Williams et Smith. Ils sont venus nous aider à résoudre la situation. Quelle situation? Chloé s'est avancée en souriant, comme si elle arrivait à une fête. Catherine, ne sois pas nerveuse. Nous voulons juste éclaircir quelques points juridiques. Rien de grave. Je ne les ai pas invités à entrer. Maman, s'il te plaît, a dit Bastien d'une voix fatiguée. Ne rends pas les choses plus difficiles. Quelque chose dans son ton m'a glacé le sang. Mais j'ai ouvert la porte. Nous sommes tous allés au salon. Les avocats se sont assis sur le canapé. Chloé dans le fauteuil principal, Bastien est resté près de la fenêtre, regardant dehors comme s'il aurait voulu être n'importe où ailleurs. Je me suis assise en face d'eux, les clés sous mon chemisier pressées contre ma poitrine. Maître Williams, un homme en costume gris et lunettes sans monture, a ouvert sa mallette. Madame Catherine, bonjour. Je suis Maître Williams, représentant légal de Monsieur Bastien Jean-Pierre Taylor. Nous sommes ici aujourd'hui parce que mon client souhaite exercer ses droits en tant que copropriétaire de ce domaine. Il connaît déjà ses droits et ses limites. Précisément, c'est pourquoi nous sommes ici. Il a sorti quelques documents. Nous avons examiné le testament de votre défunt mari, et bien qu'il soit vrai que vous ayez le contrôle administratif de la propriété, il existe une clause qui permet au copropriétaire de demander la division des biens s'il considère que l'administration actuelle détériore la valeur du patrimoine.
Détériore? Ce domaine est en parfait état. Physiquement peut-être, mais économiquement. Il a posé les papiers sur la table. Il perd de la valeur. Il ne génère aucun revenu. Il n'a aucun usage productif. Et selon nos calculs, les frais d'entretien dépassent tout bénéfice potentiel. C'est ma maison, pas une entreprise. Légalement, madame, c'est les deux. Une propriété privée avec une valeur commerciale, et mon client a le droit de demander que cette valeur soit protégée. J'ai regardé Bastien. Il était toujours debout, le dos tourné, regardant par la fenêtre. Bastien, as-tu demandé cela? Il n'a pas répondu. Chloé l'a fait pour lui. Catherine, Bastien veut seulement ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, y compris pour toi. Regarde cet endroit. C'est immense, vieux, difficile à entretenir. Tu es seul ici. Et s'il t'arrive quelque chose? Si tu tombes, si personne ne s'en rend compte avant plusieurs jours. J'ai un téléphone. J'ai des voisins. Tu as 60 ans, Catherine. Et même si tu es en bonne santé maintenant, combien d'années encore pourras-tu gérer cela? 5, 10? Et après? Vas-tu laisser cette propriété se dégrader jusqu'à ce qu'elle ne vaille plus rien? Elle vaut plus que ce que vous pouvez comprendre. Tout ne se mesure pas en argent. Maître Smith, plus jeune avec un sourire condescendant, est intervenu. Madame, personne ne remet en question votre attachement émotionnel, mais nous devons être réalistes. Cette propriété a une valeur marchande d'environ 3 millions d'euros. Si elle était vendue. Elle n'est pas à vendre. Point ou si elle était louée pour des événements, elle pourrait générer entre 30 000 et 50 000 euros par mois. C'est plus d'un demi-million d'euros par an. De l'argent qui pourrait bénéficier à toute la famille. Je ne suis pas intéressée. Pas même pour l'avenir de votre fils? Pour vos futurs petits-enfants? Le mot « petits-enfants » m'a frappé comme un poing. J'ai regardé Chloé. Elle souriait. Elle savait exactement sur quel bouton elle venait d'appuyer. Catherine, je suis enceinte de 3 mois, a dit Chloé doucement. Bastien va être père. Tu vas être grand-mère. Le monde s'est arrêté. Quoi? Bastien s'est enfin retourné. Ses yeux étaient rouges. C'est vrai, maman. C'est pour ça que nous devons penser à l'avenir, subvenir aux besoins de notre enfant, lui donner de la stabilité. Je ne savais pas. Pourquoi aurais-tu voulu le savoir? Tu as été tellement occupé à te battre avec nous que tu n'as même pas réalisé ce qui se passait. Des larmes commençaient à me brûler les yeux, mais je ne les ai pas laissées tomber. Félicitations, mon fils. Vraiment. Alors comprends, maman. Ce n'est plus seulement une question entre toi et moi. C'est pour mon enfant, ton petit-fils. Et il mérite d'avoir des parents qui ne sont pas stressés par l'argent, qui peuvent lui donner une éducation, des opportunités, un avenir. Et c'est moi qui empêche cela? Tu ne l'empêches pas. Tu rends juste les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Maître Williams reprit la parole. Madame Catherine, mon client est prêt à conclure un accord. Nous ne voulons pas aller au tribunal. Nous ne voulons pas que cela devienne laid. Mais si vous ne coopérez pas, nous devrons demander la division forcée des biens devant un juge. Et dans ce processus, beaucoup de choses peuvent être révélées. Des choses que vous ne voudriez peut-être pas rendre publiques. Quelles choses? Votre âge, votre condition de vie isolée, votre refus d'accepter de l'aide. Un juge pourrait interpréter cela comme de l'entêtement sénile. Il pourrait remettre en question votre capacité à prendre des décisions rationnelles. C'était là. La menace dont Maître Lefebvre m'avait prévenu. J'ai des certificats médicaux qui prouvent que je suis en pleine possession de mes facultés. Des certificats que vous avez demandés récemment, ce qui, pour un juge, pourrait sembler suspect. Comme si vous saviez que vous alliez être remis en question, comme si vous vous prépariez à vous défendre contre quelque chose. Je me suis levée. Ça suffit. Tout le monde, sortez de chez moi. Maman. J'ai dit, dehors.
Ma voix est sortie plus forte que je ne l'espérais. C'est ma maison, et tant qu'elle l'est, c'est moi qui décide qui entre et qui sort. Chloé s'est levée elle aussi, ses mains sur son ventre à peine visibles. Catherine, pense à ton petit-fils. Veux-tu vraiment qu'il grandisse en sachant que sa grand-mère a préféré une vieille maison à son avenir? Je veux qu'il grandisse en sachant que sa grand-mère avait de la dignité, qu'elle n'a pas vendu son âme ni son histoire pour de l'argent. Ce n'est pas seulement de l'argent, a hurlé Bastien. C'est mon héritage. C'est ce que mon père m'a laissé. Et tu es en train de me le voler. Ton père t'a laissé plus qu'une propriété, Bastien. Il t'a laissé des valeurs, des principes, le respect de ce que les générations avant toi ont construit. Ces valeurs ne paient pas les factures. Non, mais elles te permettent de dormir en paix. Bastien s'est avancé vers moi. Son visage était rouge, ses poings serrés. Donne-moi les clés, maman. Non. Donne-moi ces maudites clés. Le cri a résonné dans toute la maison. Les avocats avaient l'air mal à l'aise. Chloé a posé une main sur le bras de Bastien. Chérie, calme-toi. Ça n'en vaut pas la peine. Mais il était hors de contrôle. J'ai été patient avec toi. J'ai essayé de discuter. J'ai essayé de raisonner. Mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes jamais. C'est toujours ce que tu veux, ce que tu décides, ce dont tu as besoin. Et moi? Est-ce que je compte? Tu comptes plus que tout au monde. Alors prouve-le. Donne-moi ce qui est à moi. Donne-moi mon héritage. Donne-moi mon avenir. J'ai enlevé le collier avec les clés. Je les ai tenues dans ma main. Bastien a tendu la sienne, s'attendant à les recevoir. Mais au lieu de lui donner, je les ai pressées contre ma poitrine. Ces clés ne sont pas ton avenir, Bastien. Elles sont ton passé. Et tant que tu n'auras pas compris la différence, tu ne les auras pas. Son visage s'est contracté de peur, de rage, de douleur, de quelque chose que je ne pouvais identifier. Alors c'est fini. Sa voix est sortie froide, monocorde. Je n'ai plus de mère. Ces mots m'ont transpercé comme des balles. Bastien. Une mère qui aime son fils plus qu'une propriété ne ferait pas ça. Alors tu as le choix. Soit tu es de mon côté, soit tu n'as plus de fils. Ne me force pas à choisir ça. J'ai déjà choisi pour nous deux. Il s'est tourné vers les avocats. Préparez les papiers. Nous allons au tribunal. Je veux la division des biens. Je veux vendre ma part et je veux qu'elle sorte de cette maison. Bastien, je t'en prie. Vous aurez des nouvelles de nos avocats. Il a marché vers la porte. On y va, Chloé. Chloé m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié, mais derrière ses yeux, j'ai vu le triomphe. Je suis désolée, Catherine. Vraiment. Ils sont tous partis. Les avocats d'abord, puis Chloé. Enfin, Bastien. Il ne s'est pas retourné. Il n'a pas dit au revoir. Il est juste monté dans sa voiture et est parti. Je suis restée sur le pas de la porte, les clés à la main, regardant les 3 véhicules s'éloigner. Quand la poussière est retombée et que le silence est revenu, j'ai fermé la porte. Je suis allée au salon. Je me suis assise dans le même fauteuil où mon mari s'asseyait chaque matin pour lire le journal. Et là, enfin, je me suis autorisée à pleurer. J'ai pleuré pour mon fils, pour le garçon qui me serrait dans ses bras et me disait que tout irait bien. Pour l'homme qui était censé protéger cet héritage, pas le détruire. J'ai pleuré pour le petit-fils qui allait naître, qui grandirait sans me connaître, sans savoir d'où il venait, sans comprendre ce que ses ancêtres avaient sacrifié pour qu'il existe. J'ai pleuré pour mon mari qui n'était pas là pour m'aider, pour m'avoir laissé seule avec un fardeau si lourd. Et j'ai pleuré pour moi-même, pour la femme qui venait de perdre son fils unique pour avoir défendu ce qui était juste. Mais quand j'ai fini de pleurer, j'ai essuyé mes larmes, je me suis levée et j'ai repassé les clés autour de mon cou. Parce qu'il y avait quelque chose que Bastien ne comprenait pas. Quelque chose que Chloé ne comprendrait jamais. Les mères perdent des batailles. Nous perdons des enfants. Nous perdons des années de nos vies.
Mais nous ne perdons pas notre dignité. Et cette nuit-là, seule dans cette immense maison, entourée de silence et de souvenirs, j'ai compris une chose. Parfois, le plus grand amour que l'on puisse donner est de laisser partir, même si cela nous déchire, même si cela nous tue, même si cela nous laisse seuls. Parce que les enfants ne sont pas une propriété, mais la dignité l'est. Et j'avais choisi la mienne. Avez-vous déjà dû laisser partir quelqu'un que vous aimiez pour vous sauver vous-même? Cette nuit-là, j'ai appris que parfois, aimer, c'est aussi savoir dire non. 2 mois plus tard, j'ai reçu les documents du tribunal, assignation en partage, demande de vente forcée, argument sur une administration défaillante et une détérioration patrimoniale. Maître Lefebvre les a examinés avec moi dans la cuisine. Catherine, cela va être long, peut-être des années, et coûteux. Pouvons-nous gagner? Légalement, oui. Le testament est clair. Mais émotionnellement. Il m'a regardé tristement. Nous avons déjà perdu. Il avait raison. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée sur la terrasse à regarder les étoiles, écoutant le silence de la terre. Et alors, j'ai su. J'ai su ce que je devais faire. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Lefebvre. Je veux rédiger un nouveau testament. En es-tu sûr? Complètement. Je suis allée à son étude. J'ai dicté mes dernières volontés d'une voix ferme. Moi, Catherine Taylor, veuve de Jean-Pierre, en plein usage de mes facultés mentales, déclare ce qui suit: le domaine des Taylor restera sous mon administration tant que je vivrai. À mon décès, l'intégralité de la propriété passera à une fiducie familiale qui ne pourra être ni vendue, ni divisée, ni modifiée pendant 50 ans. Mon fils Bastien recevra 50% des bénéfices générés par la propriété si celle-ci est louée pour des événements culturels, éducatifs ou historiques. Jamais pour des fins commerciales privées. Les autres 50% seront administrés par une fondation qui protégera les domaines historiques ruraux. Si mon fils tente de contester ce testament ou de vendre sa part, il perdra tous ses droits et son pourcentage ira entièrement à la fondation. Les clés du domaine seront remises au directeur de la fondation. Ceci est ma volonté et elle est irrévocable. Maître Lefebvre m'a regardé longuement. Catherine, sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que personne ne gagnera cette guerre. Ni lui, ni moi. Mais la terre, elle, gagnera. J'ai signé les documents. Je les ai fait authentifier. Je les ai scellés. Et je suis rentrée chez moi en paix pour la première fois depuis des mois. 2 semaines plus tard, Bastien l'a appris. Je ne sais pas comment. Peut-être que Maître Lefebvre le lui a dit. Peut-être étaient-ce les rumeurs du village. Il m'a appelé à minuit, ivre, en pleurant. Comment as-tu pu me faire ça, maman? Comment as-tu pu me retirer mon héritage? Je ne te l'ai pas retiré, Bastien. Je l'ai protégé de toi-même. Tu n'es qu'une maudite femme égoïste. Non, mon amour. Je suis une mère qui t'a trop aimé pour te laisser détruire ce que ton père a construit. Il a raccroché et n'a plus rappelé. Des mois ont passé. Le procès avançait lentement. J'ai continué à vivre au domaine, m'occupant des rosiers, nourrissant les poules, regardant les couchers de soleil, seule, mais en paix. Parce que j'avais compris quelque chose que mon mari avait toujours su. La terre n'a pas besoin que tu la défendes avec des cris. Elle se défend elle-même avec le temps, avec la patience, avec la justice silencieuse que seule la nature sait rendre. Et moi, je n'avais qu'à attendre. Les clés pendaient à mon cou. Elles ne me semblaient plus lourdes. C'étaient juste des clés et j'étais libre. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance. C'est de protéger ce que l'on aime et de laisser le temps faire son œuvre. 5 ans ont passé. 5 ans depuis ce matin où Bastien a frappé à ma porte pour me demander pardon. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Mon fils en a 40. Et mon petit-fils, que j'ai finalement rencontré il y a 3 ans, a maintenant 4 ans et demi. Il s'appelle Jean-Pierre, comme son grand-père. Il ne vit pas avec moi. Il vit avec Chloé à Lyon. Mais chaque mois, quand Bastien va le chercher pour ses droits de visite, il l'amène au domaine.
Et quand ce petit garçon court dans ces mêmes cours où son père a couru, quand il grimpe aux mêmes arbres, quand il s'assoit avec moi sur la terrasse pour boire un chocolat chaud, je comprends pourquoi cela valait la peine de résister. Bastien vit en ville maintenant. Il travaille dans un atelier de mécanique. Il gagne peu. Il vit dans un petit appartement, mais il est sobre. Il suit une thérapie. Et il apprend à être l'homme que son père voulait qu'il soit. Le procès s'est terminé il y a 3 ans. Les avocats de Bastien ont retiré la plainte quand il est revenu. Maître Lefebvre m'a aidé à modifier le testament une dernière fois. À ma mort, le domaine appartiendra entièrement à Bastien. Sans fiducie, sans fondation. Mais seulement s'il prouve pendant 10 années consécutives qu'il peut s'en occuper sans le vendre, qu'il comprend sa valeur au-delà de l'argent. S'il échoue, tout ira à Jean-Pierre lorsqu'il aura 25 ans. Tu penses que je peux le faire, maman ? M'a demandé Bastien quand nous avons signé les nouveaux documents. Je ne sais pas, mon fils, mais je veux te donner la chance d'essayer. Chloé s'est remariée l'année dernière avec ce magnate de l'hôtellerie qu'elle avait rencontré. Ils vivent dans un manoir moderne. Ils voyagent dans le monde entier. Ils publient des photos parfaites sur les réseaux sociaux. Parfois je vois ces photos et je me demande si elle est heureuse. Je ne le pense pas, car j'ai appris que le bonheur ne vient pas du fait d'avoir plus. Il vient du fait d'avoir besoin de moins. Et elle aura toujours besoin de plus. Je l'ai revue une fois, il y a 2 ans, quand elle est venue déposer le petit Jean-Pierre pour les vacances d'été. Elle est descendue de sa voiture de luxe, vêtue de vêtements de créateur, avec de larges lunettes de soleil qui cachaient plus que le soleil. Elle était parfaite, comme toujours. Mais quand elle a enlevé ses lunettes pour me parler, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, le vide. Catherine, a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le domaine a l'air bien. Tu es toujours là. Toujours là. Ça doit être calme d'être seule, sans souci. C'est calme, ai-je répondu. Parce que je suis là où est ma place. Quelque chose dans mon ton l'a fait scier. Je suis aussi là où est ma place, a-t-elle dit rapidement. Mon mari et moi sommes très heureux, nous avons beaucoup de succès. Nous venons d'ouvrir notre 3e hôtel. Je suis ravie de l'entendre. Silence gêné. Le petit Jean-Pierre a couru vers moi en criant « Mamie !» avec cette joie pure que seuls les enfants possèdent. Je l'ai serré fort. Je l'ai soulevé. Je l'ai fait tourner. Quand je l'ai reposé, j'ai vu Chloé nous regarder avec une expression étrange, presque de l'envie. « Prends bien soin de lui », a-t-elle dit en montant dans sa voiture. Je reviens dans 2 semaines. Elle est partie sans dire au revoir à son fils, sans le serrer dans ses bras, sans lui dire qu'elle l'aimait. Parce que certaines personnes n'apprennent jamais que l'amour ne s'achète pas. Il se construit avec le temps, avec la présence, avec le sacrifice. Mon fils l'apprend lentement, douloureusement, avec des erreurs. Mais il l'apprend. Il y a 1 mois, alors que nous travaillions ensemble au jardin, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Maman, maintenant je comprends pourquoi papa t'a laissé les clés. Ce n'était pas pour me contrôler. C'était pour me protéger de moi-même. J'ai touché les clés qui pendent toujours à mon cou. Ton père était toujours plus sage que moi. » Non, maman. Vous étiez sages ensemble. Et moi? J'ai été l'idiot qui a mis trop de temps à le comprendre. Je l'ai serré dans mes bras. Mon petit garçon, mon homme, mon fils. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, mon amour. Aujourd'hui, alors que j'écris cela dans mon esprit, assise sur cette même terrasse où j'ai passé la moitié de ma vie, je vois Jean-Pierre jouer avec les poules. Je vois Bastien réparer la clôture près de l'enclos. Je vois les arbres que mon grand-père a plantés. Je vois les murs de pierre que mon arrière-grand-père a bâtis. Et je comprends quelque chose qu'il m'a fallu 65 ans pour saisir. La vie n'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est de protéger ce que l'on aime, même quand cela nous coûte tout. C'est de savoir quand résister et quand lâcher prise. C'est de comprendre que le véritable amour n'exige pas. Il donne, mais il fixe aussi des limites. On m'a traité d'égoïste, d'entêtée, de vieille femme amère accrochée au passé.
Peut-être avaient-ils raison sur certains points, mais ils avaient aussi tort sur l'essentiel. Je ne m'accrochais pas au passé. Je protégeais l'avenir. L'avenir de cet enfant qui court maintenant librement sur cette terre. L'avenir de mon fils qui apprend à être un homme. L'avenir de toutes les générations qui viendront après moi. Les clés qui pendent à mon cou ne sont plus seulement du métal et de la rouille. Elles sont de l'histoire. Elles sont de la résistance. Elles sont la preuve qu'une femme seule, sans autre arme que sa dignité, peut défendre tout un monde. Chloé a eu son riche homme d'affaires, son manoir, sa vie parfaite. Mais moi, j'ai quelque chose qu'elle n'aura jamais, la paix. La paix de savoir que j'ai fait ce qui était juste, que je ne me suis pas vendue, que je n'ai pas trahi ceux qui sont venus avant ni ceux qui viendront après. Et cette paix n'a pas de prix. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à fixer des limites et à défendre ce qui est à elle, peu importe qui lui dit qu'elle a tort, alors tout en valait la peine. Les cris, les larmes, les années de solitude, tout. Parce qu'à la fin, la vie trouve toujours un moyen de rendre justice. Pas avec de la vengeance, pas avec des hurlements, mais avec le temps, avec la vérité, avec les conséquences naturelles qui arrivent quand on s'y attend le moins. Chloé a appris que l'argent n'achète pas l'amour. Bastien a appris que certaines choses valent plus qu'un héritage. Et moi, j'ai appris que laisser partir quelqu'un que l'on aime ne signifie pas cesser de l'aimer. Cela signifie l'aimer assez pour le laisser tomber afin qu'il puisse apprendre, afin qu'il puisse grandir, même si cela vous déchire le cœur. Je m'appelle Catherine. J'ai 65 ans. Et c'était l'histoire de la façon dont j'ai perdu mon fils pour nous sauver tous les deux. Les clés sont toujours avec moi. Et elles resteront ici jusqu'à ce que le bon moment arrive. Parce que maintenant je sais quelque chose que je ne savais pas il y a 5 ans, le bon moment n'est pas celui que je décide. C'est celui où mon fils sera prêt à les recevoir. Et ce jour-là, je reposerai en paix, sachant que la terre qui m'a vu naître, qui m'a vu pleurer, qui m'a vu résister, sera entre de bonnes mains.